budget annoncé pour décembre. Un choix logique, un autre choix logique, aurait été de laisser à la nouvelle majorité, celle qui sera issue des élections de mars prochain, quelle qu'elle soit, le soin de définir ses propres orientations, puis de voter son budget avant le 30 avril 2020, comme la loi l'y autorise. Dans ce cas, et je le rappelle pour tout le monde, la loi ouvre bien entendu la possibilité dans l'intervalle aux collectivités qui font ce choix de fonctionner sur la base de la reconduction des crédits de fonctionnement de l'année précédente et d'investir, ceci dans la limite effectivement du quart des crédits d'investissement 2019. Mais ce choix est possible. Et cette capacité, malgré tout, de fonctionner et d'investir est prévue par la loi pour les collectivités qui font le choix de voter un budget après le scrutin électoral. Vous avez fait un autre choix, en quelque sorte, faire comme si, c'est votre choix, il est légal et respectable. Mais la première réalité de la discussion de ce soir, c'est donc que ces dernières orientations budgétaires sont donc assez largement des orientations budgétaires virtuelles et par définition décalées des intentions qu'auront exprimées les parlementaires, encore une fois, quoi qu'il arrive à l'issue de ce scrutin, et qui donc seront forcément corrigées par un budget rectificatif en juin 2020, qui sera donc un budget plus lourd que les habituelles décisions modificatives que nous avons en juin d'habitude. Donc à défaut de grande prospective, oui, s'il y a une nouvelle majorité, il y aura des choix différents et ça pourra se traduire par un nouveau budget rectificatif plus important qu'une DM dès juin 2020. C'est une réalité politique qui s'imposera à l'issue du scrutin électoral. À défaut de grande prospective, et c'est donc la deuxième réalité de notre discussion ce soir, ces orientations sont donc aussi d'abord l'occasion de dresser un bilan budgétaire de ce mandat. Je ferai un bilan qui sera synthétique, rassurez-vous. Au fond, le fait marquant de ce mandat, et vous l'avez rappelé, effectivement, c'est ce que nous qualifions pour notre part de confiscation organisée sous le quinquennat Hollande d'une partie de la DGF des collectivités. Et pour l'Orient, sans tenir à l'Orient, et le document l'atteste, c'est une baisse brute et brutale de plus de 4,3 millions d'euros de notre dotation forfaitaire concentrée entre 2014 et 2017. Une baisse qui a été stoppée par le nouveau gouvernement dès 2018, et ceci effectivement en contrepartie du dispositif d'encadrement de la progression des dépenses réelles de fonctionnement, ça a été rappelé. Au total, en cumulé, alors je n'ai pas tout à fait le même chiffre, mais entre 2014 et 2020, sur la dotation forfaitaire, c'est plus de 16 millions d'euros qui ont été ainsi perdus. Je parle de dotation forfaitaire. Je suis arrêté à 2018. Alors moi j'ai intégré 2020, puisqu'on parle bien effectivement de la mandature. C'est-à-dire l'équivalent de plus d'une année de budget d'investissement de la ville. Plus d'une année de budget d'investissement de la ville. Dans une ville où pourtant, les besoins d'entretien de notre patrimoine sont de plus en plus lourds. On le sait. Une stratégie budgétaire logique, destinée à maintenir notre capacité à investir pour l'avenir, et là je vais rejoindre le propos de ma collègue Delphine Alexandre, aurait été soit d'augmenter les impôts, choix que vous n'avez pas heureusement fait, qui n'était pas le nôtre évidemment, soit de diminuer d'autant les dépenses réelles de fonctionnement, choix que vous n'avez pas fait non plus. Parce que ces dépenses de réel fonctionnement, en fait, elles n'ont pas diminué, elles ont même continué légèrement à augmenter entre 2014 et 2019, notamment les dépenses de personnel qui ont même continué d'augmenter, même légèrement sur la période. Le résultat, c'est que c'est le budget d'investissement qui a amorti la baisse des dotations d'État, et c'est donc notre capacité à investir pour l'avenir de notre territoire, à améliorer notre attractivité qui s'en est trouvé diminuée d'autant. Avec un montant, je le rappelle, le budget d'investissement 2019 de 14,6 millions d'euros, il était de près de 20 millions d'euros en 2014. Et encore, cette baisse de nos investissements aurait pu être encore plus importante si, effectivement, vous n'avez pas laissé filer quelque peu la dette, avec un encours en hausse de plus de 8% sur ce mandat pour le seul budget principal. Je parle de l'encours de la dette, évidemment. Donc, faute de choix structurels ambitieux, et sous la contrainte des décisions de l'État, vous êtes contenté de gérer la pénurie en laissant à vos successeurs des décisions qui seront forcément, à un moment ou à un autre, difficiles. Par exemple, en fonctionnement, le choix d'aligner le temps de travail moyen de nos agents, qui je rappelle est à 1668 heures à Lorient, sur le temps de travail légal de 1607 heures. Ce n'est pas un choix municipal, c'est un choix légal qui s'impose aux collectivités, et ceci avant mars 2021. Voilà une décision qui aurait pu être prise dès maintenant, puisque nous en connaissons le tempo. Ça, c'est pour le fonctionnement, décision reportée pour l'équipe municipale à venir. Ou encore en laissant quelques dossiers en jachère sous le tapis, excusez l'expression. Je prendrai les exemples du devenir de l'espace Cosmo du Manoir, qui est le cas qui n'est pas évoqué dans ce document. On verra si au budget vous faites des propositions. Une salle qui reste très regrettée par le monde associatif lorientais.
Le devenir également de la maison des associations citadines, dont on sait qu'il faudra traiter les questions de mise aux normes, de sécurité, d'accessibilité. Que dire de la reconstruction de la tribune d'honneur du Moustoir, avec le possible retour du SC Lorient au plus haut niveau, parce que c'est un dossier qui pèse au bas mot plusieurs millions d'euros, et qu'il faudra aussi traiter sur le prochain mandat. Donc curieusement, aucun de ces dossiers n'est effectivement traité ou seulement évoqué dans le document de ce soir. La troisième réalité de ces orientations budgétaires, c'est qu'elles ignorent aussi, ou traitent en tous les cas de manière superficielle, d'autres questions pourtant également attendues par les Lorientais. Et je vais parler, bien sûr, cher Yancis, des questions de sécurité dans la ville, qui sont un peu évoquées ici et là, égrenées dans le texte, mais sans qu'apparaisse une quelconque stratégie d'intervention de la ville en la matière, à la fois sur le fonctionnement pour le financement de moyens supplémentaires pour une police municipale, ça c'est très concret, c'est nos compétences, mais aussi en investissement avec la création par exemple d'un véritable réseau de vidéoprotection dont on voit apparaître quelques éléments, mais qui ne donnent pas l'occasion en tous les cas de la création d'un véritable réseau structuré. Je suis assez surpris, je dois dire, du propos qu'a tenu Yancis, que j'ai connu plus inspiré honnêtement sur d'autres débats budgétaires, même si je n'étais pas toujours d'accord. Tout d'un coup, il s'intéresse aux compétences et seulement aux compétences. Et je viens de montrer qu'en l'occurrence, sur la police municipale, nous sommes au cœur de nos compétences en matière de prévention, de présence préventive dans nos quartiers. Mais en l'occurrence, nous, on cherche à s'intéresser aux Lorientais, à leur quotidien, à leurs problèmes du quotidien. Ils le disent de plus en plus fortement sur ces questions de sécurité. Ce n'est pas nous qui l'évoquons. Leur souhait de tranquillité et de sécurité, il faudra bien apporter une réponse. La réponse, elle est évidemment d'abord nationale, c'est l'objet de l'intervention des effectifs de la police nationale. Elle sera aussi forcément municipale. Donc, première question de sécurité. Deuxième question qui est peu évoquée, c'est la place du commerce dans la ville, dans l'hypercentre comme dans les quartiers, alors que continue de croître notre taux de vacances des surfaces commerciales dans le centre-ville, et que même certaines artères commerçantes de quartiers historiques lorientais sont carrément sinistrées, pour citer la rue Paul-Liès, la rue de Merville, et bien d'autres. Je pense bien sûr à l'attractivité économique et à l'emploi. Là aussi, je suis un peu sidéré quand même de l'analyse de Yancy sur l'évolution de l'emploi, quand on connaît la situation de chômage véritable sur la ville. Alors que nous pourrions prendre l'initiative, par exemple, de nouveaux investissements immobiliers en faveur de la création d'entreprises, notamment dans le numérique, je pense aux espaces de coworking, aux Fab Labs, etc., etc. Je pense évidemment aux questions de circulation et de stationnement dans la ville, alors que s'aggrave chaque mois la distorsion entre le cœur de ville et la périphérie. Et que continue au passage ce que j'appelle moi un peu le scandale du financement public de nos 3 parkings souterrains qui pèsent 910 000 € en 2019 et dont on nous annonce déjà que la facture va augmenter en 2020 du fait, nous dit-on, des charges locatives annuelles. Je pense aussi aux investissements en faveur de la transition écologique qui devront nécessairement être augmentés dans les années qui viennent pour répondre aux défis du changement climatique, même si là, pour le coup, le rapport précédent a montré que nous sommes plutôt sur la bonne voie, et j'en donne acte. La quatrième réalité de ces orientations budgétaires est qu'elle repose aussi sur la réalisation ou la poursuite d'un certain nombre d'études. Il y a celles liées au programme Action Cœur de Ville, défini avec l'État. Il y a le programme de rénovation urbaine, annoncé. Il y a la rénovation tant attendue des Halles de Merville, ou la future expansion lorientaise du musée de la Compagnie des Indes. Très bien, toutes ces études sont importantes. Pour la plupart, nous les avons soutenues, pour tout dire, quasiment toutes. Elles sont attendues, mais là aussi, les décisions, les financements reposeront sur les choix, sur les épaules de la prochaine équipe majoritaire qui devra arbitrer, forcément, dans le cadre d'un budget contenu. Et ceci renforce aussi le caractère singulièrement virtuel de ces orientations budgétaires pour 2020. En résumé, pour notre part, il est évident que la seule voie gagnante pour notre budget serait une diminution, il n'y a pas le choix, en ordre constant de nos dépenses de fonctionnement, ceci pour permettre d'augmenter très significativement notre capacité d'autofinancement et donc notre capacité à investir pour mieux préparer l'avenir de la ville, ce que j'appelle donc un cercle budgétaire vertueux. Ce sont des investissements de cette nature qui renforceront l'attractivité de la ville et ce n'est qu'une nouvelle prospérité économique qui nous rendra les moyens de financer nos services publics municipaux auxquels nous sommes ici tous collectivement très attachés et auxquels nos concitoyens sont eux-mêmes très attachés. Alors, on en déplaise à certains, sans progrès économique véritable, il n'y aura pas de progrès social. Tout ceci justifie que la priorité absolue soit donnée à une politique vigoureuse et innovante en faveur de l'entreprise, pour l'emploi, pour la création de richesses et de la valeur ajoutée sur notre territoire. Ce sera donc l'affaire de la prochaine équipe majoritaire. Voilà, donc pour conclure, en la nature de cette fin de mandat,
mais aussi sous le coup d'une évolution politique qui conduit à considérer, en toute objectivité, encore une fois, quelle qu'elle soit, qu'il y aura une nouvelle majorité en mars prochain. Ces orientations budgétaires sont donc largement virtuelles, et donc je ne ferai pas d'autres commentaires que ceux que je viens de faire. Nous aurons un budget primitif pour 2020 qui lui-même ne sera appliqué que pour partie, en tout état de cause, pour 3 mois, et personne ne doute qu'il fera l'objet de modifications importantes dès juin 2020. Je vous remercie.